Je voulais en fait grandir en tant qu'homme avec cette symbolique d'une liberté à laquelle la dialyse laisse peu de place, cette symbolique de me retrouver dans des paysages vertigineux. Voilà, c'était un peu ça l'idée de cette aventure. Donc en amont, il a fallu programmer les dialyses dans un centre classique. Donc je retrouvais des modes de dialyse de 4 heures quand même. Donc j'ai retrouvé un petit peu un phénomène de fatigue déjà en amont de la course. On avait programmé aussi les dialyses après la course forcément et une dialyse juste après la course. Dans l'idée, c'était que j'y arrivais et que j'aille directement à côté du stade de la Redoute à l'hôpital où les urgences m'accueillaient pour faire une prise de sang, analyser cette prise de sang et en tout cas faire une dialyse. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Fabrice Huré, dont l'histoire m'a été suggérée par Louise, une auditrice du podcast que je remercie chaleureusement pour cette initiative. Fabrice, âgé aujourd'hui de 45 ans, est atteint d'une insuffisance rénale chronique terminale diagnostiquée à l'âge de 20 ans. Concrètement, ses reins ne fonctionnent plus. Après 5 années de dialyse qui bousculent son quotidien et affectent son moral et son énergie, Fabrice trouve un nouvel élan en expérimentant une dialyse nocturne prolongée qui montre très rapidement des résultats encourageants et atténue sa fatigue. Ce traitement de nuit va être l'occasion pour Fabrice de se reprojeter dans de nouveaux défis avec une reprise progressive du sport qui le mènera notamment jusqu'à son premier dossard en course à pied. Après plusieurs expériences concluantes basket au pied, Fabrice décide de se lancer dans le projet du semi-raid de la Réunion, plus connu aujourd'hui sous le nom de Mascareigne. C'est ce projet sportif d'envergure, mais surtout cette folle aventure humaine que Fabrice va partager avec nous aujourd'hui, avec beaucoup de cœur, de résilience et d'espoir. Mais je ne vous en dis pas plus. Fabrice va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Nuit d'espoir. Bonjour Fabrice, bienvenue dans ce 111e épisode de Course Épique, comment ça va ? Bonjour, ça va super, merci. Fabrice, si je me fie au site astroplanète.fr et à la symbolique associée au chiffre 111, qui est celui de cet épisode, ce chiffre indique que notre ange gardien essaye de communiquer avec nous. Donc le chiffre 1, il représente le commencement et ce chiffre, il est triplé ici, donc il va annoncer d'importants changements dans notre vie. J'espère que tu es prêt à ça, Fabrice. Oui, beaucoup. Et j'ai une autre bonne nouvelle pour toi. Si en dépit des messages de nos anges gardiens, on a toujours l'impression d'y voir un peu flou ou d'être perdu, faut pas hésiter à contacter l'un des voyants d'Astro Center qui va éclairer notre avenir en douceur. Voilà, c'est leur promesse. Qu'est-ce qu'il pourrait nous arriver de mal sur cet épisode avec tout ça? C'est clair. Fabrice, traditionnelle question d'ouverture de ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Une petite contrainte, pas le droit de parler de sport. Fabrice Huré, 46 ans, j'habite à Rennes ou à côté de Rennes, marié, sans enfant et originaire de Saint-Main-le-Grand, donc en plein cœur de Bretagne. Et voilà, j'ai fait mes études dans le coin. J'ai peu bougé quand même, attaché à notre Bretagne. Fabrice, je te propose de faire un petit saut dans le temps et de revenir à ton enfance et ton adolescence. Quelle place tenait le sport dans tes jeunes années? Je crois que les sports de raquettes étaient assez présents notamment. Oui, j'ai commencé par le judo, après un peu de danse, et puis j'ai pratiqué... J'ai tout faux sur les sports de raquettes là pour l'instant. J'ai pratiqué pendant 7 ans le badminton en tant que champion régional, après les jeux nationaux bien sûr, et j'ai été sport-études pendant 2 ans au badminton. Et après j'ai pratiqué le squash, le padel qui m'apporte depuis quelques années pas mal de satisfaction. Il manque un sport dont on n'a pas parlé, la course à pied. Est-ce que c'était en filigrane parce que tu en faisais dans le cadre de tes autres sports et ça t'aidait à te maintenir en condition, ou est-ce que c'était relativement inexistant? C'était totalement inexistant, si ce n'est de s'échauffer autour des terrains de badminton pour commencer la séance. T'avais pas envie? C'était pas assez ludique à l'époque? Oui, on travaillait plus le cardio et beaucoup moins l'endurance. Donc ça restait dans le cardio, quoi.
J'ai cru comprendre que tu étais aussi un passionné de montagne. Est-ce que cette passion, elle a trouvé sa source dans ton enfance et ses origines à ce moment-là? On partait souvent en montagne, sans forcément escalader ou faire des grosses marches, mais c'est vrai que la nature, l'environnement de la montagne m'a beaucoup plu, oui. Après, je suis parti au sport d'hiver seulement à l'âge de 25 ans, donc effectivement, ben, on est peu parti en montagne en hiver. Fabrice, est-ce que tu avais des icônes sportives dans ta jeunesse? Est-ce qu'on aurait pu, de qui on aurait pu trouver un poster dans ta chambre à l'époque, ou peut-être qu'il y en avait d'ailleurs? Non, pas forcément un grand sportif, surtout un aventurier. Et, j'avais une grande passion pour l'émission La Chasse au trésor avec Philippe de Dieuleveux. Et c'est vrai que voilà, ça me plaisait beaucoup ce qu'il faisait. Donc il partait, et c'était globalement en France, ou il explorait un peu le monde? Non, je me souviens de son hélicoptère, en tout cas, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, hélicoptère, je pense que c'était plutôt en France, hein, de mémoire, mais c'était en dehors de l'émission, il était plutôt aventurier dans le monde, quoi. Parfait. On va faire un autre saut dans le temps. Cette fois, on appuie sur la marche avant. En 1995, tu as alors 20 ans et tu apprends que tu es atteint d'une insuffisance rénale. Dans quel contexte tu as appris cette nouvelle? Est-ce qu'il y avait des symptômes particuliers qui ont un peu été des alertes pour toi? Aucune alerte, hein, si ce n'est que j'ai été opéré d'un genou, une luxation de rotule lors d'un entraînement de foot. Et c'est lors de cette opération, arthroscopie, une opération assez classique, ils ont fait une prise de sang pour savoir s'il fallait faire une anesthésie générale ou locale, et c'est là qu'ils se sont aperçus que j'avais un taux anormalement élevé d'urée, de créatinine. Donc ils m'ont conseillé d'aller voir un néphrologue, pas forcément dans l'urgence, mais en tout cas aller voir un néphrologue dans les semaines qui suivaient, quoi. Et donc, une fois que le diagnostic a été connu, quelles sont un peu les perspectives qu'on t'a données? Et puis, c'est quoi les premières choses qui ont très concrètement changé dans ton quotidien? Peu de choses, si ce n'est que, en fait, j'étais dans un stade, qui, en fait, nécessitait de ralentir le fait que le rein se déconstruit, s'affaiblit. Donc j'étais principalement dans des restrictions alimentaires et des visites tous les 3 mois, pour vérifier la fonction rénale. On m'avait peu de données, ou peut-être que j'étais un peu jeune à l'époque, mais peu de perspectives en fait sur ce stade terminal de l'insuffisance rénale, quoi, qu'on n'avait pas forcément abordé, quoi. C'est une lente dégradation, c'est ça que tu dis? C'est une évolution progressive dont Oui, l'issue en fait, est connue? Enfin, quand tu dis terminale, est-ce que ça veut dire que c'est les reins, les reins ne fonctionnent plus du tout? oui, en fait, la maladie, elle était connue assez rapidement puisque j'avais des problèmes d'audition, plus l'insuffisance rénale, et en fait, on a décelé très rapidement la maladie génétique qui s'appelle syndrome d'Alport, qui intervient à la puberté et plutôt sur les sujets du sexe masculin. Et en fait, moi, ils m'ont rapidement forcément parlé de cette maladie, et aussi que il y a très forte chance que j'arriverais au stade terminal, mais sans forcément expliquer le stade terminal, qu'est-ce que ça correspondait. En tout cas, l'insuffisance rénale, elle a plusieurs stades, 1, 2, 3, 4, 5, et au-delà de 5, on passe en stade terminal. Et là, le stade terminal, c'est un besoin d'un traitement de suppléance, puisque les reins ne fonctionnent plus assez. Donc, il faut passer soit par une greffe de rein, ou soit par une méthode de traitement de suppléance qui s'appelle la dialyse. Comment toi tu encaisses cette information à ce moment-là? Comment est-ce que tu vis? C'est de la sidération d'abord, c'est de la tristesse, c'est tout de suite une envie de se projeter, d'avoir de l'espoir sur la façon dont tu vas devoir désormais composer avec cette maladie? Alors, assez rapidement, on m'offre un espoir, celui de la greffe. On m'a dit que je vais devoir commencer par la dialyse, apprendre la dialyse, faire une opération, ou plutôt choisir le traitement de dialyse, parce qu'il y a plusieurs traitements possibles dans la dialyse. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le principe de la dialyse plus globalement, avant de rentrer peut-être dans les différents protocoles, je ne sais pas si c'est le terme, mais le principe d'une dialyse peut-être pour nos auditeurs? Alors, concrètement, 90 000 personnes sont en insuffisance rénale terminale, et 45% sont greffés, porteurs d'un organe de rein greffé, organe donneur vivant ou décédé, principalement donneur décédé, et 55% sont dans une méthode de dialyse. Donc ça correspond à environ 50 000 patients dialysés en France. Sur ces 50 000, 7% font de la dialyse péritonéale,
Donc c'est une méthode de dialyse qui se fait plutôt à domicile avec un fonctionnement avec le péritoine qui permet de filtrer. Donc il y a un cathéter, il faut se brancher avec des poches. Alors que l'autre traitement de suppléance à 93%, c'est l'hémodialyse. Et là, c'est des méthodes qu'on peut faire plusieurs fois par semaine, fréquent, long, à domicile. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hémodialyse, c'est une filtration du sang. Donc le sang va dans une machine à l'extérieur du corps. Et donc on élimine en fait, c'est ça, les déchets qui sont présents dans la circulation sanguine, c'est ça le principe? C'est ça, on élimine principalement l'excédent d'eau, donc il y a une perte de poids à avoir à chaque dialyse, et on équilibre tous les minéraux, lipides, etc. que les reins n'ont pas pu filtrer entre deux dialyses, quoi. Donc toi, le protocole qui s'est appliqué à toi, qui a ensuite connu une évolution dont tu vas nous parler, mais en tout cas le protocole et le principe qui a été mis en place initialement? Alors initialement, c'était de 97 à 2002, c'était la dialyse de soirée, 3 fois 4 heures par semaine, que je faisais après mon travail. Donc environ de 18h à 23h. Donc contraignant dans tes semaines, j'imagine, ça complique. Oui, des semaines plutôt speed, avec un lundi, c'était boulot, dialyse, dodo. Donc j'avais plus de temps libre pour faire autre chose. Donc ça, lundi, mercredi, vendredi. Donc il me restait le mardi en fin de journée ou le jeudi en fin de journée pour essayer de profiter un peu du temps libre en dehors du temps de travail. Bon, comme j'avais peu d'énergie à l'époque et peu d'envie, c'est vrai qu'il y avait aussi cette lourdeur physique et mentale que ce traitement apportait, c'est-à-dire que c'était quand même un traitement assez lourd, hein. Je pouvais, en étant jeune, en plus je profitais, donc je pouvais perdre entre 2, 3, voire 4 kilos en 4 heures. Faut se rendre Ah compte ouais. un petit peu du traitement. Et tu parlais de la greffe qui est, voilà, qui est un traitement, le traitement idéal et durable. Qui est en capacité de donner, par exemple, dans ton cas, c'est quoi les critères de compatibilité et puis les notions de probabilité, en tout cas, sachant que toi, tu as eu des tentatives de greffe qui ont été opérées. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur cette partie-là? Alors il faut se remettre dans le contexte de 1997, hein, déjà. Et en fait, très rapidement, on a soulevé le don d'organes du vivant. Sauf qu'on m'a dit que j'avais pas d'anticorps et que j'aurais eu une greffe rapide, et que j'étais jeune. Donc j'avais un groupe le groupe O+, qui était plutôt compatible. Et en fait, effectivement, hein, j'ai été dialysé pendant 2 mois et demi et très rapidement une greffe de donneur décédé est arrivée. Voilà, un appel un soir, j'étais chez les amis et voilà, go, quoi. Donc là, tu arrêtes tout, il faut que tu sois à l'hôpital dans l'heure qui suit, j'imagine? En tout cas, le plus Ouais, vite possible. dans les heures, j'ai rentré dans la moto à la maison, j'ai préparé ma petite valisette et puis on était dans la nuit à l'hôpital et je pense que j'ai été opéré le lendemain midi, quoi. Et donc, quelles ont été les suites de cette intervention et de cette greffe? En fait, c'est une intervention qui se fait plutôt bien. Ils font une ouverture devant et ils raccordent le greffon sous la ceinture abdominale. La récupération se fait plutôt bien, même si c'est quand même douloureux, ça reste une intervention. Et ce qui est en fait assez marrant, c'est que comme on a un rein maintenant qui fonctionne, eh ben on se remet à uriner. Donc ça veut dire que le rein il fonctionne puisqu'il filtre les déchets et ben il élimine à travers l'urine l'excédent d'eau et tous les déchets du corps en fait, quoi. Et le risque, en revanche, sur ce type d'intervention, c'est qu'il y a un rejet, c'est ça, de la greffe Voilà, ou du greffon? le risque est accru sur la première année. Donc il faut quand même être vigilant, faire attention à l'excédent de sel ou d'eau, pas à l'excédent de sel et de sucre, hein, plutôt, parce qu'avec la cortisone, on peut augmenter. On a des traitements qui sont aussi, on va dire, qui peuvent être compliqués suivant si il y a besoin d'en prendre plus ou moins. Bon, voilà, ça dépend de la compatibilité, hein, du greffon. Mais c'est vrai que moins on a une compatibilité, plus on a des traitements et plus on a des effets secondaires qui peuvent intervenir. Sachant que toi, aujourd'hui, ta compatibilité est très limitée, c'est ça, aujourd'hui, sur les greffes? Alors en 97, elle était, on va dire, très ouverte puisque j'avais pas d'anticorps. Malheureusement, en fait, ma greffe a duré un mois et demi. J'ai été en début de rejet et ils m'ont fait une biopsie, c'est-à-dire un petit prélèvement du greffon pour savoir quelle est l'origine cellulaire, biologique du rejet. Et en fait, bon, ça a un peu déconné, ça a saigné partout.
J'ai perdu le greffon, entre guillemets, je l'ai perdu, ça a pris un peu de temps, mais je l'ai perdu. J'ai eu des transfusions parce que j'avais perdu un peu de sang, et justement cette transfusion-là m'ont amené des anticorps dans l'organisme. Et donc cette greffe qui a été, on va dire, un rejet et un échec, ils m'ont enlevé le greffon 4 ou 5 mois après. Et en fait, je suis donc retourné en dialyse, mais avec ce qu'on appelle une hyperimmunisation complexe, puisque les transfusions que j'ai eues plus le greffon m'ont amené beaucoup d'anticorps. Et qui dit beaucoup d'anticorps dit que je tombe rarement malade, mais on va dire transplanter un nouveau greffon demanderait une compatibilité presque parfaite. Donc c'est pour ça que la greffe elle est assez longue, voilà, et que je suis de nouveau dialysé depuis de cette greffe qui a échoué. Il faut savoir que quand même une greffe a une durée de vie entre 10 et 20 ans, quoi, en moyenne. D'accord, je pensais que c'était Si permanent. non, suivant si on est donneur vivant, donneur décédé, et puis suivant les médicaments que les gens prennent. Hein. C'est vrai que il y a des personnes malheureusement comme moi qui, au niveau de l'intervention ça se passe mal, ou au niveau des examens ça se passe difficilement bien, puisqu'il y a quand même des fois qu'il peut y avoir des petites interventions avec ce qu'on appelle des j'ai oublié le terme, mais bon voilà, c'est toujours les aléas de la maladie, quoi. Il y a une longue période de reconstruction entre 1997 et 2002, en tout cas, apprendre à vivre différemment. En 2002, c'est une date qui a été fondatrice pour toi dans ton traitement avec une nouvelle, je sais pas si protocole, j'utilise le terme, pardon pour le manque d'expertise, mais je sais pas si c'est l'idée. Mais en tout cas, une approche qui soit alternative, ou en tout cas qui n'était pas forcément très exposée à l'époque et qui était accessible pour toi à proximité de là où tu résidais. Est-ce que tu peux nous raconter de ce qui s'est passé à ce moment-là, et puis à quel point ça t'a ouvert de nouvelles perspectives très positives? Voilà, cette période de 97 à 2002, après ce rejet de greffe, elle était compliquée, hein, puisque j'avais peu de temps, j'avais peu d'énergie mentale et physique, et on va dire, cette dialyse de 4 heures, elle m'éprouvait, hein, physiquement et mentalement. Et en fait, il faut que pendant ces 4 heures, le sang soit filtré rapidement et le plus souvent possible, pour qu'il soit bien filtré, en fait, quoi. Et c'est ce type de traitement qui m'épuisait petit à petit, et je faisais pratiquement pas de sport à l'époque, et je pensais diminuer considérablement mon temps de travail, parce que j'avais peu d'investissement. Voilà, c'était quand même une période compliquée. Et puis mon néphrologue a eu l'opportunité avec l'établissement d'ouvrir un nouveau centre à Rennes, et de mettre en place des chambres individuelles pour faire non plus la dialyse de soirée, mais pouvoir proposer aux patients la dialyse pendant son sommeil dans des chambres individuelles et la nuit. L'avantage de ce traitement, ce qu'il m'offrait, ou il me demandait d'essayer, c'était que au lieu de 4 heures, c'était 8 heures, et au lieu d'avoir une pompe qui tourne à, je sais plus, 350 millilitres par minute, c'était une pompe qui tournait à 230. Donc ils appelaient ça une dialyse douce, et du coup ça pouvait filtrer beaucoup plus doucement et beaucoup mieux en termes de volume de sang, mais aussi en termes toutes les petites molécules qui des fois étaient compliquées à filtrer, avec la dialyse longue nocturne étaient filtrées. Il était censé m'apporter regain d'énergie, une qualité de traitement, une meilleure régulation du phosphore, du calcium, voilà tout ce qui s'ensuit derrière, sur aussi la fatigue du cœur, etc. Tu dis censé, mais c'est la réalité des choses, c'est ce que tu as pu observer? Ah ouais, dès les 15 premiers jours, j'ai senti un vrai regain d'énergie, hein, important. Souvent il y a ce qu'on ressent, mais aussi à l'intérieur du corps, et cette modalité de dialyse a aussi une qualité de traitement qui évite la dégradation du système cardiovasculaire de l'organisme, hein, de la personne. Et oui, au bout de 15 jours, ça a été un regain d'énergie, et j'ai voulu m'investir après sur plein de choses, en fait. J'avais l'impression aussi de, entre guillemets, revivre, même si ça reste un traitement pour le commun des mortels quand même assez lourd, ça c'est clair, hein. C'est pas simple de voir une circulation extracorporelle. La dialyse, c'est un traitement qui est quand même assez lourd, mais moi je me suis senti donner des ailes. Donc tu as pu reprendre aussi une activité sportive. Est-ce que c'était très contraint, surveillé, ou est-ce que tu as pu reprendre progressivement, mais de façon assez libre, et avec toi ton ressenti finalement?
Oui, très rapidement, j'ai voulu reprendre. Comme j'avais le temps en fin de journée, après chaque journée de travail, j'avais le temps. J'ai pu conserver mon emploi déjà à temps plein. Puis après chaque journée de travail, j'avais le temps. Après le travail, je terminais à 17h30. Et puis, si j'avais pas dialyse, j'avais toute la soirée. Et puis si j'avais dialyse, j'allais en dialyse pas avant 21h30, 22h. Donc j'avais vraiment. Donc j'ai repris le badminton. Et puis j'ai repris aussi le foot avec les copains pour voilà partager de bons moments. Voilà comment j'ai repris l'activité physique un petit peu. Et c'est vrai que c'est venu un peu. Avec une forme de retenue ou est-ce que tu arrivais à te libérer et à finalement pratiquer comme avant? À l'époque, l'activité physique était quand même à pratiquer avec vigilance quand on était dialysé. Il fallait protéger sa fistule. Voilà, les médecins étaient quand même assez rigoureux là-dessus. Et moi, je me souviens au début, mon médecin voulait pas forcément me faire un certificat médical pour le foot parce qu'il y avait des chocs. Bon, moi, je lui ai dit, si tu me fais pas mon certificat, je vais aller voir mon médecin traitant. Donc, bon, il a fallu quand même un peu pousser les choses pour. Petite négociation. Ouais, il y avait pas trop de négociations pour moi. C'était soit il me le faisait, et voilà, j'avais vraiment envie de reprendre l'activité physique. Et en fait, cette modalité, la dialyse longue nocturne, elle m'a ouvert les yeux et elle m'a donné des œillères sur parcourir un peu plus le champ des possibilités que ce que je faisais avant, quoi. Tu penses que cette maladie, elle a accéléré cette envie de vivre des projets? Tu as parlé à partir du moment où ça a été mieux et tu as senti les bénéfices de cette dialyse longue nocturne. Ça fait renaître tout de suite ce désir-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en toi et c'était ta nature profonde? Ou est-ce que tu penses que la maladie a aussi fait évoluer ça, ce désir, et que c'est devenu ta façon de rebondir pour pouvoir continuer à avancer, te projeter et puis avoir la vie qui t'allait le mieux possible? En fait, j'ai toujours eu un petit peu l'esprit aventurier et l'esprit de camaraderie, de partage que l'on a avec le sport. Donc, c'est quelque chose qui est ancré en moi, en tout cas sur ce désir d'aventure, même si quand j'étais jeune, bon, j'étais plus dans le côté fête et tout ça, mais c'est vrai que c'est mon infirmier qui m'a lancé un petit peu sur la course à pied. C'est vrai que quand on se sent inclus comme ça dans une course où il y a plus de 800 personnes et qu'on est comme monsieur et madame tout le monde, mais que on voit derrière la retombée, on va dire les encouragements et on va dire la fierté qu'ont les soignants ou même les néphrologues de voir de faire ce type d'épreuve. On se dit qu'on est sur le bon chemin et pourquoi pas continuer, quoi. Donc ça, c'était en 2003, la première course, c'est le 10 km auquel tu avais proposé de participer ton infirmier, sur lequel je pense que tout de suite t'as sauté sur l'opportunité et puis tu as eu ensuite envie d'aller plus loin jusqu'à la course épique qui va nous intéresser aujourd'hui. Et puis il y en a eu plein d'autres ensuite. Ça va être le semi-raid de la Réunion dont on va plus particulièrement parler aujourd'hui parce qu'elle a été aussi, ça a été un marqueur fort de ton histoire et elle a été d'une puissance inouïe humainement et sportivement. Donc très belle histoire à partager, à faire entendre. Fabrice, juste pour revenir plus globalement sur aujourd'hui le sens de ta démarche, dans tes prises de parole, tu as des films que voilà, j'invite les auditeurs de podcast à aller regarder. Je donnerai les références dans la présentation de cet épisode. L'idée, c'est de porter, derrière tout ça, de porter un message d'espoir. Qu'est-ce que toi tu veux véhiculer au travers de toutes ces prises de parole sur la dialyse, sur notamment la dialyse longue nocturne, mais voilà, plus globalement les accomplissements que sont les tiens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie que ça porte? Au début, en fait, j'avais pas l'ambition de porter des films, de faire différentes choses qui m'ont amené ces 5 dernières années quand même à aller beaucoup, beaucoup en déplacement, d'aller vers les autres. Moi, aujourd'hui, voilà, je suis très heureux et mon accomplissement, il est général, pas seulement sur mes aventures à proprement parler, même si elles font partie intégrante de ma qualité de vie et ce que je suis aujourd'hui. Je suis quand même assez fier de maintenir cette vie sociale et professionnelle normale, et ce depuis plus de 26 ans malgré la dialyse. Concernant mes aventures sportives, c'est vrai que la dialyse et la maladie chronique apportent une contrainte supplémentaire en plus de la vie professionnelle à plein temps et de la vie sociale en général. Le risque de blessure, il est aussi important parce que ça reste un traitement de suppléance. Donc on a des difficultés de récupération, de la régulation du phosphore, du calcium, j'en ai parlé un petit peu, le surentraînement, voilà, on a des risques quand même de blessures qui sont sûrement plus accrus. Donc je dirais que c'est un peu ça ma fierté, c'est de maintenir
vraiment cette vie que j'ai au quotidien malgré ces contraintes, mais du coup qui ne font que m'enrichir un petit peu de la connaissance que j'ai sur mon corps. Tu ressens ce sentiment de risque, justement? Ou est-ce que tu en fais fi, enfin, est-ce que tu le dégages, tu l'évacues et toi, tu te concentres sur la réalisation de ton projet ou t'as une conscience et cette notion-là, elle est très présente dans tous les projets que tu peux entreprendre? Dans tous les projets sportifs ou aventures, l'équipe soignante est pleinement intégrée. Et là-dessus, je souhaite vraiment les remercier et toute la fondation AUB Santé en Bretagne qui prend en charge mon traitement. Sur les premières courses, dès le début, on a été faire des épreuves d'effort, et puis après, c'est toutes ces barrières qu'on se mettait un petit peu, elles ont été, on va dire, ouvertes par justement les épreuves que j'ai pu faire, mais aussi tous les examens en amont et en aval pour vérifier, on va dire, que je me mettais pas en danger en fait, hein. Merci beaucoup Fabrice, c'en est fini de cette introduction. On va continuer à faire plus ample connaissance. C'est la rubrique du questionnaire de Proust, une rubrique classique du podcast. J'ai 3 questions à te poser. Est-ce que tu es prêt? Oui. Première d'entre elles, l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté. On a parlé là beaucoup d'accomplissements, de projets, de défis. Est-ce que dans ton histoire, il y en a un qui a compté plus que les autres, qui compte aujourd'hui plus que les autres? Oui, je pense que quand même ce qui m'apporte le plus de fierté, c'est ce que j'ai dit, cette compatibilité de la vie sociale, de maintenir, on va dire cette vie sociale, de m'investir bénévolement, dans différents sujets et donc toujours dans un mode un peu altruiste de partage avec les autres. Au-delà des épreuves sportives, même si, les personnes on va dire, «Ah, c'est Fabrice Huré, le trailer sportif, dialysé». Bon, moi je me considère plus comme un patient inclus dans la société. C'est un peu ça, plus la fierté, même si c'est vrai qu'il y a des courses qui m'ont apporté cette fierté individuelle, quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de moments où tu te sens dans la peau de quelqu'un qui n'est pas dialysé, en fait, que tu oublies justement en te reconnectant à ta vie sociale, en essayant de vivre de façon normale avec les guillemets qui s'imposent? Est-ce que il y a plein de moments où tu oublies? Et notamment, je sais que le sport et les courses ont été aussi t'ont fait beaucoup de bien pour ça. Est-ce qu'il y a dans le quotidien, est-ce que tu ressens finalement la présence de cette maladie, le fait que tu sois dialysé? En fait, j'ai toujours besoin d'avoir des projets un petit peu dans le futur, qui fait que je me projette et je suis moins dans l'instant présent et la difficulté de la maladie. Ce matin, j'avais par exemple la consultation avec mon néphrologue. Néphrologue, c'est le médecin qui me suit depuis plus de 26 ans. C'est quand même difficile de se remettre tous les 3 mois dans ce contexte de la maladie qui dure depuis plus de 26 ans et en fait, il y a des fois, c'est vrai, on a ce flashback, se dire, bah, je suis en insuffisance rénale terminale et malheureusement, ça va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. Donc autant profiter de l'instant présent et d'avoir des projets dans le futur. Donc voilà un petit peu mon tempérament actuel, quoi. Deuxième question de ce questionnaire de Proust. Est-ce que tu as un héros de la vraie vie qui est une source d'admiration particulière pour toi? Il y a une personne qui m'a beaucoup marqué, et qui malheureusement, est décédée il y a quelques semaines, c'est Yves Berson, c'est la personne qui a parcouru, la traversée, des Alpes, plus de 1000 kilomètres avec la maladie de Parkinson. Il y a eu, 2 formidables reportages, sur Stade 2 qui avaient été faits, notamment sur sa traversée, mais aussi en aval avec l'opération, toute la résilience qu'il y a derrière et les messages qu'il a eus. Oui, c'est une personne qui m'inspire, qui m'a beaucoup inspiré récemment, on va dire, hein, plus dans une période un peu récente, mais un petit peu en fait, je crois qu'on s'inspire, tous un peu, les uns des autres, hein, il y a énormément d'histoires de ce type et c'est important de se raccrocher sur ce type d'histoire pour se donner de l'espoir, en fait. Effectivement, je suis tombé sur l'annonce de son décès là. Je ne sais plus si c'était ce dimanche ou le précédent dans Stade 2. C'était très très émouvant. Mmh. Troisième question de ce questionnaire de Proust. Ce que tu choisirais de faire si tu avais des ressources illimitées? C'est un beau problème, ça. Bon, c'est vraiment prendre une année sabbatique, aller parcourir, différentes, chaînes de montagnes avec ma femme. Donc, parcourir les Alpes de Monaco, jusque je crois que c'est en Slovénie. Ouais. Ou la Cordillère des Andes ou l'Atlas. Voilà, c'est vraiment des choses qui me font rêver, quoi. Beau programme. Oui, puis j'ai un doux rêve avec un copain, de pouvoir, traverser, l'Atlantique à la voile un jour, en tout cas de se mettre à la voile, un peu plus sérieusement.
Bon, tu saurais de quoi faire avec ces ressources en tout cas. Tu saurais de quoi t'occuper. C'est ça. Merci Fabrice. On va maintenant se plonger dans ta course épique, qui est le semi-raid de la Réunion, connu aujourd'hui sous le nom de Mascareigne. Avant que tu ne la partages avec nous, je vais en planter très brièvement le décor. Donc cette course, elle se tient fin octobre chaque année au cœur de l'île de la Réunion, comme beaucoup d'entre vous le savez. On va s'intéresser donc aujourd'hui à l'édition 2008, donc il y a 15 ans, une course qui s'est inscrite dans le cadre du Grand Raid, qui ne comptait à l'époque que 2 épreuves, ce semi-raid et puis l'incontournable Diagonale des Fous. Ce semi-raid, il est long de 67 km et un peu plus de 4300 mètres de dénivelé positif, s'approchant donc, je l'ai dit, du format actuel de la Mascareigne, qui est un tout petit peu plus long aujourd'hui. Le départ de cette course est donné à 4h du matin au stade de Sillaos, et contrairement au parcours du Grand Raid, le début de ce semi-raid n'emprunte pas les sentiers, mais la route bitumée de l'îlet à Cordes, et mène les coureurs, si tout se passe comme prévu, jusqu'au mythique stade de la Redoute, également cadre de l'arrivée de la Diag. Je te laisserai le loisir de partager avec nous et de nous mettre des belles images plein les yeux sur ce que tu as pu voir là-bas et ce que tu as pu découvrir au fil des kilomètres de ta course. Vous étiez cette année environ 1200 coureuses et coureurs sur la ligne de départ. Il y en a eu beaucoup moins sur la ligne d'arrivée, tu auras l'occasion de nous le dire tout à l'heure. Une des particularités de cette course, c'est la barrière horaire. Elle réside dans le fait que les coureurs doivent franchir la ligne d'arrivée avant les premiers coureurs de la Diagonale des Fous qui sont partis seulement quelques heures avant vous, mais qui ont un peu plus de kilomètres dans les pattes. Est-ce que j'ai à peu près planté le décor comme il faut, Fabrice ? T'es parfait. Bon, tu valides. Fabrice, ça se passait très bien jusqu'à maintenant. Mais là, maintenant, c'est le moment de la question qui pique, de course épique. Tu sais, c'est la question un peu taquine du podcast. Ça va être un vrai faux, ça fait un petit moment. Pas trop de pression, quand même, c'est pas très grave. Si tu trouves pas la réponse, ça n'a absolument aucune importance. On va donc parler de la Mascareigne. Ça va être le thème de cette question qui pique. Première question de ce vrai-faux. Le nom de la Mascareigne est issu du nom de Pedro Mascarenhas, un navigateur, explorateur et diplomate portugais qui découvrit l'île en février 1513, le 8 pour être précis. J'ai pas l'horaire exact, mais en tout cas, je peux déjà dire que c'était le 8 février. Est-ce que tu penses que c'est vrai ? Est-ce que c'est ce Pedro Mascarenhas qui a donné le nom de Mascareigne ? Moi, je pense que c'est faux. Ah, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Tu peux tout à fait te revenir et faire un beau comeback. Il a quand même pris des risques parce que habituellement la navigation se faisait par cabotage le long de la côte est de l'Afrique. Et lui, il a décidé de partir un peu dans des eaux qui n'étaient pas connues. Et donc, il a découvert en 1513 ce groupe d'îles, cet archipel qui porte aujourd'hui son nom. Allez, c'est le moment de rebondir. Je pense que ça va aller. L'une des chansons les plus typiques de l'archipel a connu un succès planétaire avec 11 millions d'exemplaires vendus du célèbre tube de l'été, la Mascareña. Ah, c'est faux, ça. C'est la Macarena, bien vu. 11 millions d'exemplaires quand même. Je ne vais pas te demander de chanter parce que c'est pas l'émission de Nagui, mais voilà. En tout cas, tu n'es pas tombé dans mon gros panneau. Troisième question. Selon Wikipédia, le semi-raid a changé de nom en 2010 pour devenir le Trail de Bourbon. Même si il s'apparenterait plutôt aujourd'hui au format de la Mascareigne, il aurait pris le nom de Trail de Bourbon en 2010. Ouais, c'est sûr que c'est soit l'une soit l'autre, mais je dirais oui. C'est une bonne réponse. Bravo. Franchement, tu t'en sors très très bien. 2 sur 3. J'avais une petite question bonus pour toi, si tu veux, qui a aussi l'occasion de placer un jeu de mots très subtil, comme à mon habitude. Elle compte pour du beurre. Hein. L'organisation a songé à un moment à créer une version hivernale de la Mascareigne qu'ils auraient appelée la Mascareigne des Neiges. Est-ce que tu penses que c'est possible ? Non. Non, même si je pense au Python des Neiges, j'ai eu un doute. Ça aurait pu être plausible. Allez, je te libère, je te délivre. On va parler maintenant de ta course épique et rentrer dans le détail de ce semi-raid. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue cette folle envie de participer ? Est-ce que ça a été immédiat à partir du moment où tu as entendu pour la première fois parler de ce semi-raid ? Est-ce que tu t'es dit cette course-là, elle est pour moi ? Parce que je crois que tu n'avais pas fait de trail à l'époque. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'origine de ce désir et de se lancer dans ce projet ? Au fait, je crois que j'avais jamais entendu parler de l'île de la Réunion avant de voir une image. Voilà, c'est en fait je me déplace au Marathon de Paris, je tombe dans le parc Expo qui présente tous les stands et je tombe sur ce stand Grand Raid Diagonale des Fous avec un roll-up derrière immense sur la plaine des Sables avec un coureur au milieu de la plaine des Sables et je trouve ça extraordinaire, en tout cas cette symbolique de se retrouver un peu seul dans ces paysages à couper le souffle. Et à cette époque-là, j'étais encore jeune, hein, j'avais 20 non attends 2008, ouais, j'avais un peu moins de 30 ans
Et j'avais envie on va dire, de me prendre en main un petit peu, et pourquoi pas bouger un petit peu plus loin de ce que j'avais fait et le faire sans forcément un truc organisé, et le faire un peu seul. Voilà, je pense que c'était mon côté aventurier. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de pourquoi pas d'aller à La Réunion faire une des courses qui était proposée. Et ce qui a été génial en plus, c'est que sur le stand, je me suis arrêté, j'ai discuté avec les organisateurs, ils m'ont montré des albums photos, ils m'ont parlé de justement du semi-raid de La Réunion. J'étais pas obligé de m'engager sur ce grand raid. Et ça a germé en moi, et puis très rapidement en fait, hein, je me suis mis en condition de pouvoir y aller et d'y aller. C'est un défi qui te semblait accessible, ou la marche te paraissait très haute, notamment du fait de la distance, le fait que ce soit du trail, le fait que ce soit des conditions que tu ne connaisses pas nécessairement? Je crois que je me rendais pas compte. Et tant mieux peut-être. Oui, je crois que je me rendais vraiment pas compte de la chose. Je m'en suis rendu compte quand j'en ai parlé à mon médecin, et que mon médecin, connaissant bien La Réunion et en fait étant déjà allé là-bas, a pris pleinement conscience de l'aventure folle que je voulais me donner, quoi. Et c'est là que ils ont vraiment associé une épreuve longue d'effort. Je me suis mis en relation avec la cardio du sport, la diététicienne, etc. Parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus, qu'un dialysé puisse aller au cœur de l'île de La Réunion pendant toute une journée, faire je sais pas si on pouvait appeler ça un ultra trail à l'époque, mais pour moi c'était mon ultra trail, quoi. Donc là, ça en est suivi un long temps de préparation, pratiquement 2 ans. Comment est-ce que tu as géré cette préparation? Comment est-ce qu'on fait quand on habite en Bretagne pour préparer un semi-raid à La Réunion? Ça a dû être un casse-tête supplémentaire dans toute cette phase de préparation, j'imagine. En fait, je crois que j'étais un peu insouciant, hein. Je courais normalement, j'avais pas d'entraînement spécifique Pas de avec programme, un. pas de prépa? Non, je À continuais à l'instinct. associer un petit peu de badminton et tout ça, et un petit peu à l'instinct, commencer à faire un petit peu de renforcement musculaire, des escaliers. Oui, tout, c'était vraiment à l'instinct. Et puis j'ai quand même essayé un trail dans le coin qui était du côté de Vitré, et c'était un trail de 25 ou 30 kilomètres. Bon, c'était pas vraiment un trail, quoi. Il y avait pas la technicité dans les montagnes, mais oui, voilà un petit peu mon entraînement. Dans quel état d'esprit et disposition physique tu te sens à l'issue de ta phase de préparation? Est-ce que il y a une forme d'appréhension? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait et d'être au pic de ce que tu imagines être ta top forme? Ou toujours un petit peu ce côté insouciant. Je pense que j'y allais pas en me disant je veux finir coûte que coûte, je veux ma médaille, je veux mon t-shirt. Non, j'y allais vraiment pour les vacances, vivre une aventure, découvrir les paysages que j'avais vus en photo, les découvrir dans le cadre d'une course, parce que en fait, l'avantage de ces courses, c'est qu'on est dans un environnement plutôt sécurisé, avec des ravitaillements, la Croix-Rouge, etc., quoi, en fait. En plein Et Mafat, je ça, sais pas trop. après, ça, je le savais après coup, mais au début, j'y savais pas. C'était vraiment la J'allais découverte, avec l'idée en tout cas. Ouais, c'était complètement ça. En quête Complètement. d'émerveillement. Tu es parti seul. Pourquoi est-ce que c'était si important pour toi? Enfin, j'imagine que c'est une démarche intentionnelle. C'était clé de vivre ce projet pour toi d'abord? En fait, oui, je voulais y aller seul, non accompagné, et puis, voilà, je voulais en fait, grandir en tant qu'homme, avec cette symbolique d'une liberté à laquelle la dialyse laisse peu de place, cette symbolique de me retrouver dans des paysages vertigineux. Voilà, c'était un peu ça l'idée de cette aventure. Est-ce que tu peux nous parler de la dimension médicale et voilà les éventuelles contraintes que tu as? Est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre en place à quelques jours de la course? Est-ce qu'il y a des personnes à sensibiliser autour de toi dans l'équipe médicale? Est-ce qu'il y a des choses à déjà anticiper sur, on l'espère, une fois que la ligne d'arrivée est franchie? Voilà, comment est-ce que cette dimension-là médicale et sur ton profil un peu atypique sur cette course-là, ça doit se gérer? Je suis resté 15 jours. La course, elle est programmée au milieu des 15 jours. Donc en amont, il a fallu programmer les dialyses dans un centre classique. Donc je retrouvais des modes de dialyse de 4 heures quand même. Donc j'ai retrouvé un petit peu un phénomène de fatigue déjà en amont de la course. On avait programmé aussi les dialyses après la course forcément, et une dialyse juste après la course.
Dans l'idée, c'était que j'y arrivais et que j'aille directement à côté du stade de la Redoute, à l'hôpital où les urgences m'accueillaient pour faire une prise de sang, analyser cette prise de sang et en tout cas faire une dialyse. Donc c'était ça qui était prévu en amont. Est-ce que ça peut mettre une forme de pression additionnelle, c'est-à-dire une espèce de barrière horaire un peu médicale qui peut faire que l'idée c'est quand même de pas trop traîner sur les sentiers autant que possible, en tout cas pour pas se mettre à risque sur la dialyse qui est prévue à l'arrivée? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses? Non, parce que je crois que j'avais pas conscience aussi de ce qui est de ma fat quoi et que j'aurais pu traîner dans ma fat quoi. C'est un peu ça, c'est sûr. Et plus la difficulté et quand même la dangerosité des chemins quoi. Je pense que j'avais vraiment pas conscience de certaines choses quoi. Et je pense que c'était mieux quoi parce que ce phénomène de stress, je l'ai eu quand même sur la première semaine en amont de la course où en fait j'ai forcément le centre de dialyse où j'étais en dialyse en amont de la course connaissait les chemins quoi. Donc on voulait savoir c'est qui ce dialysé qui veut s'engager sur le semi-raid. Et ils m'ont fait vraiment peur quoi. Parce qu'ils m'ont dit que la Bretagne c'est pas la Réunion, il y a pas de montagne, que c'était quand même très dangereux et que en fait c'était traumatisant quoi pour les articulations, pour les genoux et que si j'étais pas préparé à monter les escaliers pendant 2 heures, j'aurais pu me retrouver coincé dans ma fat quoi. Ah bon, c'est quoi ma fat? Bon, là ils m'ont expliqué un petit peu la chose, j'ai beaucoup discuté, je crois que j'ai trop discuté en amont parce que ça m'a mis quand même un état de stress quoi. On est désormais le vendredi 24 octobre, il est bientôt 4 heures du matin. On connaît la réputation de l'ambiance de départ de la Diagonale des Fous notamment, mais j'imagine qu'elle devait être aussi incroyable. Quel souvenir toi tu gardes de ces quelques minutes qui précèdent le départ? Quel effet ça a sur toi? Est-ce que tu réalises un peu plus concrètement là ce que tu t'apprêtes à vivre? En fait, où j'ai pris pleinement conscience, c'est quand j'ai pris la route qui m'emmenait à Cilaos, avec la route des 400 virages. Sur la première semaine, j'étais pas allé en montagne, dans le cœur des cirques, et je crois que là, j'ai pris conscience de la chose en fait. J'avais jamais vu ça de ma vie. Euh, J'avais été dans les Pyrénées, dans les Alpes, mais c'est vertigineux quoi. C'est à couper le souffle. Donc on se demande comment on peut tracer des chemins dans T'as ces voulu avancer paysages ton quoi. vol de retour avant la course? Non, mais donc là, c'est vrai que quand il y a le top départ, il y a beaucoup d'émotions qui se libèrent. Je crois que je verse quand même mes petites larmes, quoi. Et j'essaye quand même de me remettre dans un calme, on va dire, et me remettre dans l'objectif de passer une belle journée et de pas se mettre. Donc je pars dernier, voilà. J'avais conscience que j'étais l'handicapé du truc, donc je partais dernier. Je suis parti dernier en fait de la chose. Comment a démarré la course? Comment s'est passée la première moitié, la première trentaine de kilomètres? Comment t'as vécu ça en prenant le temps avec cette notion de plaisir et de découverte et d'emmagasiner chaque moment, c'est ça? Oui, oui, et puis bon, il y a eu beaucoup de points d'arrêt où ça bouchonnait, donc on va dire les 2 premières heures, c'était dans un rythme cool, et puis je suivais les gens en fait. J'avais tendance toujours à suivre les personnes. J'étais pas dans un rythme où je doublais, donc je suivais le rythme des personnes. Donc j'ai profité pleinement de la course comme ça. En fait, physiquement, j'étais pas éprouvé en fait. Donc on a monté le taille beat où là quand même c'était quand même très très long, plus d'1 heure et demie de montée. On avait encaissé déjà plus de 1000 mètres de dénivelé. Donc, et puis après, dans la descente, ça a commencé à vraiment chauffer avec le soleil. Donc là, il a fallu gérer quand même beaucoup boire. J'ai beaucoup bu. Il y avait heureusement quelques points d'eau en descendant. C'est quoi les grands principes là-dessus, Fabrice, sur ton hydratation et sur l'alimentation, sur la course là, Eh c'est quoi ben, les choses auxquelles tu dois veiller et puis peut-être les rituels que tu dois t'imposer? on avait mis en place un protocole où, contrairement à d'autres trailers, j'avais quand même un gros sac à dos et j'emportais pratiquement tout sur moi, en fait. Toute mon alimentation pratiquement de la journée. Et dans mon camel bag,
Je prenais un plus gros camelback et j'avais des pastilles de bicarbonate de sodium à mettre dans de l'eau, justement pour ce qu'ils appellent un effet tampon sur le potassium pour éviter qu'il monte en fait. Donc c'était ça juste les restrictions, si ce n'est aussi que je devais éviter sur les ravitaillements de prendre des aliments à base de potassium. Voilà, le risque il était principalement sur le potassium. Donc pas de coca, pas de banane, pas de fruits secs, pas de chocolat, donc tout ce qui touche au potassium. Est-ce qu'il faut limiter de manière générale ton alimentation? Est-ce qu'il faut veiller à pas prendre trop? Et pareil sur l'hydratation, comme les reins travaillent pas, est-ce que ça veut dire que tu dois aussi limiter autant que possible? En fait, les retours un petit peu des courses que j'avais fait en amont et même sur cette course-là, c'est de s'hydrater normalement, voilà, à sa soif, de pas avoir, comme d'ailleurs tout le monde, ne pas avoir une règle, 1 litre d'eau par heure, ou voilà, ça c'est totalement faux. Il faut surtout éviter ça. Il faut boire à sa soif, au ressenti. Et moi, c'était beaucoup ça. De temps en temps, j'avais les mollets, je sentais un petit peu des contracteurs, donc là, je commençais à boire. Je sentais que j'étais un petit peu à la limite de la crampe. Donc voilà, au ressenti, beaucoup à l'écoute de soi. Question très candide, mais en termes de sueur, etc., est-ce que tu évacues beaucoup d'eau? Enfin, comment ça se passe comme pour un coureur ordinaire? Ou est-ce que il y a aussi un impact sur ça? Je me souviens sur cette course-là, j'ai beaucoup fait de sudation de par la chaleur qu'il a fait. Une grosse chaleur, lourde, beaucoup d'humidité sur place, et plus le gros sac à dos que je portais qui voilà, ça m'emmitouflait le truc, donc voilà, je me souviens quand même, il fallait quand même que je bois beaucoup. On arrive à mi-parcours, à Mafate. Ça a été un moment qui a été particulièrement fort en émotion pour toi. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as vraiment le sentiment de plénitude et de trouver ce que tu étais venu chercher dans cette course? Est-ce que c'est un moment particulier d'émerveillement? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui a suscité autant d'émotions chez toi à ce moment-là? Ouais, c'était cette symbolique que je souhaitais, je l'avais là, avec peut-être on pouvait se dire la mise en danger, comment sortir de Mafate avec l'hélicoptère, parce que c'est ce qu'on m'avait dit, hein, si t'es blessé à Mafate, tu sortiras que par hélicoptère, quoi. Donc j'étais bien, il y avait une ambiance extraordinaire, il y avait la population locale qui nous encourageait, il y avait un soleil, donc c'était juste une magnifique journée. J'étais vraiment là où je voulais être, donc j'étais dans un bonheur absolu. Sans contrainte physique particulière? Non, sans contrainte physique particulière. Tu Après c'est contrôles ta venu. course pour l'instant, hein, Fabrice? Oui, 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 je contrôle. Après, j'ai l'impression quand même de pas être dans une course, hein. Je voulais être comme je voulais être, c'est-à-dire profiter de ma journée, quoi. Tu vas un peu plus tard partir en quête d'un objet qui est assez indispensable pour pouvoir jauger de ton état de santé. Tu m'en as parlé lors de nos échanges préliminaires. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu es allé chercher et puis en quoi c'est important pour toi pour essayer de mesurer un petit peu comment, dans quel état tu es, ou est-ce que tu te mets à risque sans peut-être t'en rendre compte ou le mesurer pleinement? En fait, au bout de plusieurs heures de course, j'avais tellement bu que j'étais en train de me dire: «Mais est-ce que je suis pas en excellent dos, quoi?» Et j'ai eu ce besoin au ravitaillement, de poser la question au stand de la Croix-Rouge, et en leur demandant s'ils avaient pas une balance. Parce que j'avais, on va dire, ce souci de me peser, mais en me demandant est-ce que j'avais pas pris beaucoup de poids, et du coup, est-ce que je me mettais en danger? Donc c'est plus dans un phénomène de contrôle que je souhaitais me peser, et heu Parce et en que toi, tu fait, n'avais pas de signaux physiques, en tout cas pas d'alerte. Tu peux pas t'en rendre non, compte en fait, c'est ça, tu peux pas le mesurer par toi-même, en tout non, cas l'apprécier par toi-même. non, à l'époque, j'avais pas encore énormément d'expérience aussi sur ce sujet, hein. Mais tu C'était pourrais nouveau aujourd'hui le pour. ressentir? En fait, je crois que je pourrais jamais être en surdose d'eau dans l'organisme. Si je me mets pas cette contrainte de boire 1 litre d'eau par heure, par exemple, qu'on pourrait se dire, non, je pense que je serais plus en sous, on va dire, hydratation qu'en surhydratation. Donc je crois que si je suis en surhydratation avec les capacités physiques ou l'effort physique ou l'entraînement, la charge d'entraînement que le corps est habitué, je pense qu'il régule lui-même cette sudation-là et cet excès d'eau via la sudation. Après c'est ce que je me dis, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai pris après coup, quoi. Au final, tu t'as jamais trouvé cette balance, c'est ça? Le staff Non, je l'ai médical jamais. était pas au courant finalement que tu avais pas été prévenu sur ta participation, et au-delà des Ouais. balances, qu'il fallait peut-être avoir une attention particulière sur toi, ton profil.
me suis pris une petite soufflante par quand même les bénévoles et la Croix-Rouge et l'organisation parce que j'étais quand même un peu énervé qu'on les prévienne pas qu'il y a un dialysé quand même sur ce parcours, quoi. Donc ils avaient jamais vu ça, donc forcément ils se posaient un peu la question, quoi. C'était à l'organisation de leur signifier ça? Non, non, c'était maintenant j'essaye de le faire, mais c'était à moi de le faire en amont, de dire voilà, je suis dialysé, je suis entraîné, j'ai fait ce qu'il faut et je m'engage sur cette épreuve. Voilà, soyez juste au courant que le dossard, je sais pas, je me souviens plus le numéro de dossard, mais voilà que c'est un patient dialysé et c'est quand même important quand même de se signaler, quoi. C'est mieux, quoi. Ça t'était pas venu à l'esprit du tout, c'est ça? Non, non, pas du tout, pas du tout, du tout. Fabrice, il y a une nouvelle variable qu'il faut prendre en compte que j'ai évoquée en présentant la course tout à l'heure, qui prend un peu plus corps au fur et à mesure que la course avance, et notamment sur le dernier tiers de la course. C'est cette notion de barrière horaire et cette idée de se dire qu'il ne faut pas se faire attraper par le premier de la Diag qui est parti quelques heures avant vous, qui a plus de kilomètres dans les pattes, je l'ai dit. Est-ce que ça vient un peu occuper ton esprit sur la fin de la course? Et ben en fait, je crois que c'est au ravitaillement après la rivière des Galets où là je suis déjà un petit peu atteint parce que en fait à la rivière des Galets c'est des galets qu'on chauffait toute la journée, c'est un four le truc et je m'arrête quand même plusieurs fois dans l'eau pour me rafraîchir et quand j'arrive au ravitaillement, j'arrive un peu à la limite de la barrière horaire alors que j'avais quand même l'avance sur l'autre d'avant. Alors est-ce que la barrière était bien programmée ou pas? Voilà. Et c'est vrai qu'on nous informe que faut pas qu'on traîne au ravitaillement parce que les autres barrières elles se rapprochent et de toute façon alors il y avait ce discours, si on se fait rattraper par le premier du grand raid, on est éliminé et on savait pas si c'était à l'arrivée ou aux différents ravitaillements. Donc là la course elle a pris une autre dimension en tout cas sur je suis rentré vraiment dans un mode course à partir de ce ravitaillement qui m'a mis un peu en état de stress, puisque j'avais les ressources, donc je me suis mis dans cette idée de essayer d'être finisher quand même, quoi. À quelques heures de l'arrivée, la nuit tombe à nouveau. Est-ce que c'est un passage aussi que tu as apprécié? Est-ce que ça a magnifié aussi l'expérience de vivre ces moments de nuit sur les sentiers? La nuit, elle était déjà un peu au début sur cette montée tout en frontale là sur le Tabit, c'était vertigineux parce que les frontales, c'est la première fois que je voyais des coureurs juste au-dessus de moi et il fallait vraiment lever la tête pour voir les coureurs au-dessus de nous. C'est tellement vertigineux. Ce phénomène, il a été aussi là dans la descente après le Colorado parce que il y avait plein de frontales qui me suivaient et je savais pas qui c'était. Est-ce que c'était le premier du Grand Raid ou est-ce que c'était des coureurs derrière moi? Et puis toute cette animation et cette effervescence du stade de la Redoute qu'on entend quand même très en amont, en fait, je sais pas s'il y a eu le vent à l'époque qui portait un peu plus sur ma descente, mais on est dans l'ambiance pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie. Toute cette descente du Colorado, elle était magnifique, mais à la fois un peu stressante. Je regardais toujours un peu derrière s'il n'y avait pas le premier qui descendait comme une trombe, quoi. Donc cette fin de course, elle t'a paru un peu interminable, effectivement, avec les lumières et les sons de Saint-Denis qui étaient au loin. Bah, tu finis la course, ce qui est en soi extraordinaire, et surtout tu la vis dans des conditions, j'imagine, encore plus belles que ce que tu aurais pu rêver. Est-ce que tu peux nous parler de ces derniers mètres et puis cette arrivée dans le stade? Dans quel contexte tu as vécu ça et puis ce que toi t'as ressenti à ce moment-là? Forcément, j'arrive dans une effervescence du stade de la Redoute qui est plein comme un œuf, où tout le monde attend le premier du Grand Raid, qui est juste derrière moi en fait. Moi, je pense Et qu'il t'attendait toi, Fabrice. Tu te trompes. puisque oui, forcément, on se met dans cet état où ils sont là pour moi. Non, Ils étaient aussi là pour toi. et j'ai un couple d'amis qui est juste là et qui ont les yeux grands ouverts, émerveillés, et je passe la ligne avec cette belle médaille et énormément d'émotions. Et très rapidement quand même, je m'attarde pas trop. Je bois une petite bière, je prends ma douche et je sais que j'ai la dialyse qui m'attend, on va dire à l'hôpital en haut. Mais je termine pas, on va dire, je suis pas vraiment atteint. Je voulais pas, en tout cas, arriver coûte que coûte. Je voulais quand même. Je savais que j'avais ma dialyse derrière qui me ramenait. Je voulais aussi profiter de la deuxième semaine des vacances. Donc, j'arrive quand même dans un état qui est pas catastrophique, quoi.
T'aurais été capable de prendre la décision si t'avais senti en cours de course qu'elle t'échappait et que physiquement c'était trop difficile, sans aucun regret, t'aurais pu poser le dossard? Ah oui, complètement. Complètement. J'étais dans cet état d'esprit-là où je ne voulais pas me mettre en danger et l'aventure, elle était non seulement cette course, mais elle était aussi pendant ces 15 jours de vacances, quoi. À partir déjà avec un avion je crois qu'il y a 8 heures ou 10 heures d'avion, donc ouais, l'aventure, elle était aussi là, quoi, en fait, quoi. Mm. Pour donner quelques chiffres, quand même, tu boucles ce semi-raid après 17 heures, 16 minutes et 42 secondes d'effort à la 512e place, ce qui est une performance d'autant plus remarquable que je l'ai dit pour ceux qui se souviennent du début de l'épisode. Vous étiez 1200 à peu près sur la ligne de départ, donc il y avait quand même beaucoup de casse voilà, entre le départ et l'arrivée, donc c'est d'autant plus remarquable, même si voilà, c'était pas la finalité absolue de ta quête et de ton projet. Qu'est-ce qui, selon toi, explique que tu aies voilà, réussi à te sortir de ce semi-raid, aller au bout? C'est les dispositions finalement assez relâchées, les dispositions psychologiques assez relâchées dans lesquelles tu étais, une préparation physique malgré tout qui a été bien faite, même si tu n'avais pas un programme extrêmement suivi et cadré. Comment est-ce que tu expliquerais d'avoir été parmi ceux, la petite moitié qui a réussi à boucler ce semi-raid? Je crois que j'avais le feu en moi et l'énergie positive de profiter d'une belle journée. Je me suis pas mis en quête d'avoir cette médaille ou ce t-shirt. Ça, c'était très très important. Et je me suis dit que ben voilà, il faut que j'arrive à conserver ça dans le futur, c'est-à-dire me projeter sur des projets, arriver à garder, on va dire, un tempérament positif, voilà. Est-ce que tu as le souvenir d'un moment qui a été particulièrement difficile ou est-ce que finalement cette course elle a été globalement maîtrisée pour toi? Très sincèrement, ça, quand on voit déjà le nombre d'abandons et combien je termine sur 1200, c'était vraiment maîtrisé, hein. C'était une course pleine et je crois que je suis parti très prudemment et après j'avais beaucoup de ressources quand même pour pouvoir courir pratiquement dès que ça descendait, quoi, en fait. Et c'était, ouais, c'était clairement ça. Je pense que c'était vraiment maîtrisé, même si la descente du Colorado était interminable, on va dire, au niveau des articulations. Mais c'était vraiment globalement maîtrisé. Je crois que j'ai pas fait de l'entraînement spécifique, mais j'avais quand même fait pas mal d'endurance, ce qui a permis de me garder, on va dire, une pratique pour toute la journée à peu près régulière. T'es sorti, j'imagine, plein de confiance et satisfait et fier de toi, j'imagine, de cette course. Est-ce que tu avais déjà en tête, chose assez courante quand on termine une course, l'envie de te projeter et de penser au coup d'après? Non, en fait, il a fallu déjà encaisser cette course-là, voir le ressenti des uns et des autres, et surtout le ressenti de toute mon équipe soignante qui était estomaquée. Donc toute l'énergie positive, l'émulation positive que ça a créé au sein de l'établissement, au sein des patients, au sein des soignants, euh, c'est aussi une immense fierté. Et puis j'ai eu la chance de faire une rencontre unique dans l'avion qui m'emmène en 2008 justement à La Réunion. Juste à côté de moi, en fait, il y avait une personne qui s'appelle Nicolas Darmaillac, qui a terminé troisième ou quatrième du Grand Raid la même année que moi. Et en fait, ben, on s'est pris la tâche l'un et l'autre. Et en fait, j'ai voulu en savoir plus aussi sur la pratique parce que lui il pratiquait différemment que moi, hein, c'était pas du tout la même pratique. Et en fait, on a gardé contact et l'année d'après, je suis allé le voir sur le Grand Raid des Pyrénées, 160 kilomètres, et je l'ai suivi pendant pratiquement toute la course. J'allais en vacances et je l'ai suivi. Donc en fait, j'ai voulu en savoir aussi plus sur cette pratique un petit peu plus spécifique du trail et de l'ultra trail. Voilà. Je me suis vraiment intéressé de manière un peu plus technique que l'entraînement que je faisais, qui était juste de faire de l'endurance. Je reviens un petit peu sur ton après-course et le moment où tu as fait ta dialyse. Est-ce que là, les personnes qui étaient autour de toi, l'équipe médicale, a observé des choses ou a eu des points d'alerte particuliers ou est-ce que c'était une dialyse comme une autre et je ne sais pas si c'est les constantes ou autre, mais est-ce que globalement ton état général suscitait pas de crainte particulière, il n'y a pas de choses particulièrement anormales? Alors la prise de sang, elle a décelé aucun taux anormaux. Voilà. Et quand je me suis pesé, j'étais 1,3 kg en dessous de mon poids sec. Donc j'avais pas de poids à perdre. J'avais pas d'excédent d'eau.
Bon, j'avais sûrement une perte qui est normale sur une épreuve plutôt longue. Donc pour faire la dialyse, ils ont même été obligés de me mettre des poches de liquide justement parce que la machine a besoin de quand même d'eau pour filtrer ou de liquide. Donc non, médicalement, ça a été aussi une découverte extraordinaire pour les médecins et notamment les néphrologues de s'apercevoir que en fait, même malgré une épreuve d'aussi longue, malgré toutes les difficultés qu'on pensait que j'aurais eues sur la régulation du potassium et tout ça, mes taux étaient totalement normaux, bien que je dois quand même avouer que j'ai pas trop suivi la recommandation de potassium parce que j'ai eu besoin sur les derniers ravitaillements de boire quelques verres de coca, on va dire. On le dira pas, personne n'a entendu Fabrice. Question classique du podcast, une image que tu retiens de ce semi-raid. Qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui comme souvenir, si c'est la première chose à laquelle tu penses? C'est pas c'est pas une image, même si c'est vrai que ma fat c'était voilà, c'est cette image que je retiens. Je retiens surtout le message audio sur mon répondeur de mon néphrologue, quoi. C'était juste extraordinaire, quoi. Il a suivi ta course à distance assidûment? Ouais, et tout le monde a suivi la course à distance, et les patients, les soignants, et son premier message, c'était extraordinaire, quoi. Il était estomaqué et en fait, ouais, c'était très émouvant. Tu es retourné, Fabrice, vers la Réunion, tu nous l'as dit l'année suivante, mais tu as aussi rechaussé un dossard, ça ne se dit pas, mais en tout cas remis un dossard et réépinglé un dossard en 2017 sur le trail de Bourbon. Donc cette fois, on parle de 112 km et 6400 mètres de dénivelé, donc c'est un défi. Le premier était déjà d'une grande ampleur, là c'est encore une autre dimension. Ça a donné lieu à un film qui s'appelle La montagne dans le sang. En quoi cette expérience elle a été différente? J'imagine qu'elle a été fondamentalement différente parce qu'il y a eu 9 ans entre les deux, parce que c'est pas les mêmes distances, etc. Qu'est-ce que tu as appris aussi de cette expérience-là? J'ai appris déjà que l'entraînement il était différent et qu'il fallait déjà être un peu plus, on va dire, discipliné et professionnel et un peu moins foufou quoi sur la pratique parce que je suis quand même passé, c'est pas trop le phénomène de distance, mais c'est du temps passé. Le trail du Bourbon, j'ai passé un peu moins de 40 heures. Le semi-raid, c'était 17 heures. Donc la différence, elle est quand même énorme. En fait, il y a plein de choses que j'apprends à chaque fois que je fais une course parce que en fait, on essaye d'évoluer un peu notre pratique, notre entraînement, ou l'alimentation, ou ce qu'on fait la semaine en amont, les vacances. Et en fait, à chaque fois, en fait, on apprend sur soi et sur pourquoi une course n'a pas forcément réussi, et qu'est-ce qui s'est passé, et voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette pratique, en tout cas de ces aventures dans la montagne, c'est de se remettre en question assez régulièrement. Mais s'il y a une chose auquel je suis attaché maintenant, c'est il faut toujours avoir cette visibilité de quelque chose de positif en fait, que ça soit d'être entouré avec les gens ou de créer un projet positif. Sur le Trail du Bourbon, c'était le fait que ma femme puisse m'accompagner et et qu'elle s'investisse parce que elle a été là pratiquement à chaque ravitaillement et donc du coup j'avais cet objectif positif de revoir ma femme et je crois que c'est ce qui m'a fait avancer sur ce périple de plus de 112 kilomètres qui était quand même là totalement fou quoi. Merci beaucoup Fabrice d'avoir partagé avec nous ta course épique. On approche de la toute fin de l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler des rendez-vous sportifs? Là, on va parler d'avenir. Est-ce qu'il y a déjà des prochains défis, des prochains projets dans ton escarcelle pour 2023 ou peut-être plus tard? Ouais, déjà, j'ai pris l'initiative de prendre pour la première fois un coach. Ok. Je faisais beaucoup l'entraînement pour moi avec Nico qui m'aidait un petit peu, mon copain rencontré en 2008 à La Réunion. Une nouvelle méthode d'entraînement, je réapprends à courir 3-4 fois par semaine, ce que je faisais pas depuis au moins 10 ans parce que j'avais intégré le vélo, j'avais intégré le renforcement musculaire et c'est vrai que j'avais perdu en vitesse de course à pied et puis l'envie de courir et de courir un peu le buste droit quoi, relevé
pour profiter du paysage. J'étais ces dernières années un peu trop à regarder mes pieds, quoi. Et en fait, les nouveaux challenges, oui, j'ai repris pas mal là. J'ai deux trails, des vrais trails bretons là de 35 km, 1000 mètres de dénivelé au mois de mai, le Técal et puis le trail de Guerlédan. L'objectif, c'est de faire l'échappée belle 84 km, 6000 mètres de dénivelé au mois d'août. Beau morceau. Et oui, et dans un coin de nos têtes, avec toute ma bande de copains, avec Nico, l'idée c'est d'aller en 2024 à La Réunion. Et pourquoi pas essayer de tenter l'impossible et l'inimaginable, de faire le grand raid, parce que je crois que si je le tente pas aujourd'hui, je m'en voudrais peut-être de pas avoir tenté ça, quoi. Donc c'est un mythe, mais rien que d'y penser, ça me donne une énergie folle. Donc, je le vois là dans tes yeux. Fabrice, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, à titre plus personnel, là, pour les mois et les années à venir? De garder la santé, de continuer à me projeter. Voilà, c'est ça, c'est important, me projeter vers le futur, et puis de continuer à rester positif. Tu l'es, et tu le transmets. Dernière question, voilà, on arrive déjà au terme de l'épisode, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une citation, une devise qui t'est particulièrement chère et que tu voudrais partager avec nous? Oui, elle est connue cette citation, mais moi elle me ressemble parce que, comme je l'ai dit, j'hésite pas à raccrocher le dossard ou à le décrocher si je suis pas bien. Donc j'ai pas été tout le temps au bout de mes courses, mais je le sais pourquoi. Et donc voilà, la citation c'est celle de Nelson Mandela: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça paraît tellement simple, hein, cette citation, mais elle a pour moi beaucoup de sens. Et elle me permet d'aborder les courses beaucoup plus sereinement mentalement, sans forcément avec cet objectif indéniable d'accrocher la médaille ou le t-shirt. Un très beau motto de la fin, évidemment. Merci beaucoup Fabrice d'avoir partagé avec nous ce semi-raid qui s'avère évidemment être bien plus qu'une seule course épique. Merci beaucoup pour ce témoignage qui a été extrêmement précieux. Les auditeurs du podcast m'écrivent très souvent pour me dire combien les invités les inspirent, les motivent, les aident à se lancer dans des projets, à faire des choses. C'est ça que moi aussi j'aime beaucoup. C'est les plus beaux messages, je pense, que je peux recevoir quand quelqu'un me dit qu'il a sauté le pas, quelle que soit la taille de ce pas-là. C'est pour moi, si Course Épique à un moment a pu contribuer de par ses invités à nourrir cette envie et puis à donner confiance aux gens, c'est merveilleux. Et je pense que ton témoignage et le message d'espoir que tu portes doit être entendu, et je suis content qu'à sa petite échelle, Course Épique y contribue. J'invite mes auditeurs, pour ceux qui le voudraient, à aller voir. On a parlé d'un film, il y en a en réalité 2 qu'on peut retrouver sur ton site, vivre-sa-maladie-rénale.com. Je mettrai donc l'URL dans la description de cet épisode. Mais allez passer du temps avec Fabrice sur les sentiers pour découvrir notamment son aventure à La Réunion. Il y a aussi le GR20 qui a été un sacré morceau forcément. Donc je vous invite très chaleureusement à aller prendre le temps de regarder ces films. Merci Fabrice, je te souhaite beaucoup de bonheur, je te souhaite de continuer à t'accomplir pleinement dans tes nouveaux projets. On sait qu'ils ne s'arrêteront pas et qu'ils vont s'enchaîner les uns après les autres. Donc voilà, bravo pour tout ce que tu entreprends et puis tout ce que tu portes en toi d'extrêmement positif. Merci, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi, Guillaume. Merci beaucoup. Merci, plaisir partagé pleinement. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.